Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez ce matin. J'espère qu'il n'y a pas de souci pour se connecter. Je suis désolée, j'ai mon imprimante qui est en route qui fait un petit peu de bruit, mais ça devrait être bon assez rapidement. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour recommencer un cours. Oui, je vois qu'il y a même des petits sourires. Ok. Alors, donc comme je vous l'avais dit sur Discord, pour ce matin, on va faire deux choses. Donc, on va juste conclure le chapitre précédent sur la diversification des génomes. Je voulais juste qu'on regarde ensemble et qu'on corrige, alors oralement, hein, l'exercice sur Elysia, d'accord? Donc, et l'algue Vaucheria littorae. Et puis ensuite conclure le chapitre et on commencera le chapitre sur les biosynthèses caractéristiques qui est un chapitre où vous allez reprendre en fait comment la synthèse des protéines en particulier. Voilà. Eh bien c'est parti, donc je vous mets un petit peu le diapo diversification des génomes. Ah, juste une remarque. Donc, j'ai mis tous les documents sur le Drive. En fait, je viens de changer le document de cours parce que j'avais pas mis à jour euh, le sommaire. Donc, il n'y a pas la bonne pagination pour ceux qui ont déjà téléchargé le cours. Vérifiez que c'est la bonne pagination. Voilà. J'ai presque tout le monde, hein, vous êtes 41. Et puis, je vous donne donc les documents donc, sur Elysia. Donc sur Elysia, en fait, c'est une algue, c'est pas une algue justement, c'est un ver plat. Donc c'est un animal, hein, donc pluricellulaire, et qui a une forme assez simple, hein, constituée de deux tissus. Et voilà un petit peu la carte d'identité de cet animal. Donc on a d'abord la larve, d'accord, qui est libre, donc qui va être emportée par les flots, etc. Et puis ensuite, vous avez une jeune limace qui est marron, d'accord. Cette limace, elle mange des algues, beaucoup d'algues, qu'on appelle les algues donc Vaucheria littorae, donc c'est des algues qui sont sur le littoral. Et à force de manger ces algues, on observe que tout d'un coup, l'adulte devient vert et ne se nourrit plus vraiment. Et donc voilà l'adulte limace, hein, à maturité. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur l'origine de cette couleur verte. Et on a une image ici en microscopie électronique à transmission. D'accord. Et on observe en fait à la fois l'intérieur d'une cellule de Vaucheria, donc l'algue, et l'intérieur d'une cellule d'Elysia, donc le ver, l'animal. Donc quand on regarde les chloroplastes de Vaucheria, l'algue, ben, c'est des chloroplastes, alors pas forcément tout à fait classiques, pas tout à fait comme les chloroplastes dont vous avez l'habitude au niveau des cellules de plantes, mais tout de même, hein, on voit bien à l'intérieur plein de thylakoïdes, des grains d'amidon, tout fonctionne bien, le chloroplaste est délimité donc par une membrane. D'accord. Quand je regarde maintenant des cellules digestives donc, qui sont au niveau en fait, du tube digestif d'Elysia, eh bien, ces cellules digestives, je vais retrouver à l'intérieur des chloroplastes. Donc, pour comparaison, vous avez dans ces cellules d'autres organismes comme des mitochondries. Et quand je regarde ces chloroplastes, ils ressemblent quand même étrangement aux chloroplastes de Vaucheria. Ça veut dire qu'en fait, ces chloroplastes, ils n'ont pas du tout été digérés, d'accord. Ils ont été simplement, ils sont rentrés dans les cellules, ils ont été en quelque sorte phagocytés par la cellule, mais pas digérés ensuite, d'accord. Et ces chloroplastes, ils peuvent être effectivement à l'origine de la couleur verte. La question est de savoir, est-ce que ces chloroplastes fonctionnent? D'accord. Est-ce que ces chloroplastes qui se retrouvent tout d'un coup à l'intérieur des cellules digestives d'Elysia, est-ce qu'ils font de la photosynthèse? C'est-à-dire, est-ce que la couleur verte d'Elysia, qui une fois qu'elle a sa couleur verte d'ailleurs, ne mange plus beaucoup, est-ce que cette couleur verte signifie qu'Elysia fait de la photosynthèse? Donc,
un des marqueurs de la photosynthèse, hein, vous le savez certainement, c'est la production de dioxygène. Donc on va regarder ce qu'il en est. Normalement, un animal ne produit pas de dioxygène, hein, c'est un hétérotrophe, donc il consomme du dioxygène, il fait de la respiration cellulaire. Quand je regarde un petit peu Elysia chlorotica, d'accord, en fonction du temps, donc elle a pris un repas au temps zéro, elle a consommé des algues, et j'observe qu'à ce moment-là, elle se met à produire du dioxygène, d'accord. Cette production de dioxygène, hein, elle augmente puis elle diminue ensuite, mais en tout cas, on observe réellement une production de dioxygène par l'algue, par le ver plat, Elysia, d'accord, par l'animal. Donc ça veut dire que quand elle consomme des chloroplastes, eh bien ces chloroplastes continuent à fonctionner à l'intérieur des cellules digestives de l'animal. Alors ça, c'est quelque chose d'assez étonnant parce qu'on sait qu'a priori, les chloroplastes, hein, ils ne sont pas complètement autonomes dans les cellules végétales, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de certaines protéines qui sont codées par le génome nucléaire de l'algue. D'accord? Donc c'est le cas, par exemple, de la protéine PBSO, d'accord, qui est codée par le gène nucléaire PBSO de l'algue. D'accord? Donc ça veut dire que si j'isole ce chloroplaste, il n'aura plus à disposition la protéine PBSO, qui est normalement codée par le génome de l'algue, et donc théoriquement, le chloroplaste ne devrait pas pouvoir fonctionner. Or, qu'est-ce qu'on observe? Alors, je vois qu'il y a eu quelques retardataires. Hein. Essayez d'arriver à l'heure si possible. Voilà, je crois qu'on est au complet. Franchement, essayez d'arriver à l'heure. Là, j'étais en train de refaire l'exercice sur l'algue Boschiria. Donc, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais 8h30, hein, ce n'est pas 8h moins le quart. Donc, arrivez bien à l'heure, comme ça, vous ne perdez pas le coup. Ah, et j'ai oublié de lancer l'enregistrement. De toute façon, vous n'aviez pas la session enregistrée. Donc, quand je regarde ce gène PBSO, ben, je vais faire des tests. Donc, c'est un gène de l'algue qui est dans le génome nucléaire de l'algue. Donc, ça va être une protéine fabriquée au niveau du cytosol et qui sera ensuite transportée dans le chloroplaste. Ça, on verra ça au chapitre suivant. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu ce gène et comment il s'exprime. Donc, ce qu'on va faire pour étudier l'expression du gène, c'est ce qu'on appelle une RT-PCR. Donc, on en avait déjà parlé, une RT-PCR, c'est que je fais d'abord une transcription inverse. Donc, j'ai mon ARN messager, donc j'isole mes ARN messagers, d'accord. Ensuite, je fais une transcription inverse, c'est-à-dire que je transforme mon brin d'ARN en ADN, et à partir de ce brin d'ADN, je peux faire une PCR en utilisant 2 amorces. Ici, j'amplifie un fragment de 500 paires de bases qui est à l'intérieur de l'ARN messager PBSO. D'accord? Et j'analyse ce qui se passe chez l'algue. Donc, chez l'algue, j'ai bien quelque chose d'amplifié. Effectivement, l'ARN messager de PBSO, il est exprimé. D'accord? Donc, le gène est transcrit, puis il sera ensuite traduit en protéines. C'est normal. Mais ce que je vais observer, c'est que dans Elysia, donc dans mon ver plat adulte, dans mon animal, là aussi, j'ai des transcrits du gène PSBO. Et si j'ai des transcrits du gène PSBO, ils ne peuvent pas venir d'un gène chloroplastique, vu que PSBO est normalement dans le génome de l'algue. Donc ça vient forcément du génome d'Elysia. D'accord? Quand je regarde ensuite en B, je fais une analyse en Northern blot. Northern blot, c'est-à-dire que je vais isoler l'ensemble des ARN messagers. Et ensuite, je vais les faire migrer sur un gel d'électrophorèse. Et enfin, ces gènes, je vais les hybrider avec une sonde complémentaire de l'ARN messager. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vois? Donc, chez l'algue, pas de souci, hein, j'ai un transcrit que je vais voir très très fort. Et finalement, dans mon animal également, je vais trouver. Alors,
plusieurs transcrits, d'accord, mais qui correspondent à la sonde. Donc peut-être que c'est plusieurs transcrits, plusieurs ARN messagers. En tout cas, on a des transcrits spécifiques qui collent avec la sonde PSPO. D'accord? Donc ça semble confirmer l'idée qu'effectivement, on a dans le génome animal, d'accord, donc de ce ver plat, un gène qui est normalement spécifique des algues. Et quand on regarde enfin par RT-PCR, cette fois-ci en utilisant un fragment de 960 paires de bases, d'accord. Alors on fait d'abord des PCR, donc dans l'algue, bah, on amplifie, pas de problème, on a le gène, et on se rend compte que dans Elysia, dans la cellule œuf et dans l'adulte, hein, on a présence du gène. Donc la première chose, c'est une PCR simple. Donc le gène est bien dans le génome, et il est bien dans le génome de mon ver plat avant même qu'il commence à consommer des algues. D'accord? Donc c'est un gène nucléaire, a priori, qui se transmet de façon verticale, de génération en génération. Quand on fait une RT-PCR pour savoir si ce gène s'exprime, on voit bien qu'il s'exprime fortement chez l'adulte. D'accord? Donc là, on a la preuve qu'on a un gène qui est d'origine végétale et qui se retrouve dans un génome animal. Cela ne peut s'expliquer que par un transfert horizontal. On ne connaît pas le mécanisme à l'origine de ce transfert, mais ce transfert horizontal permet ensuite à cet animal d'intégrer des chloroplastes de l'algue et de les utiliser pour faire de la photosynthèse. Donc c'est un animal qui est capable de faire de la photosynthèse. Alors visiblement, les chloroplastes ne sont pas capables de survivre dans les cellules digestives. D'accord? Alors ici, attention, j'ai parlé à la fois de transfert vertical et de transfert horizontal. Donc on a bien un transfert horizontal entre l'algue et l'animal, d'accord? Donc ça, c'est du transfert horizontal. L'animal, il possède le gène PSBO et lui, donc, il le transfère de façon verticale d'une génération à l'autre. Donc, transfert vertical, c'est d'une génération à l'autre. Donc, vos parents vous ont transféré leur gène de façon verticale et ensuite, les Elysia transfèrent ces gènes de façon horizontale. D'accord? Donc ensuite, donc en conclusion, voilà, ça rend donc cet animal capable d'utiliser les chloroplastes. Par contre, les chloroplastes ne survivent pas dans les cellules digestives. Donc l'algue, enfin le ver plat, l'animal, est obligé de consommer régulièrement des algues, mais il en consomme beaucoup moins, beaucoup moins que s'il était hétérotrophe. Donc il survit beaucoup mieux. Voilà, donc c'est un exemple. Et on peut imaginer que à terme, peut-être que ce ver plat va devenir totalement autonome, c'est-à-dire que les chloroplastes, il va peut-être y avoir quelques autres transferts de gènes, de sorte que les chloroplastes vont rester dans son cytosol, d'accord, et seront transmis d'une génération à l'autre. Et donc, on peut imaginer qu'ici, on a en fait une endocytose et une endosymbiose qui est en train de se mettre en place. Et c'est quelque chose qu'on observe beaucoup avec les chloroplastes, c'est-à-dire que vous étudierez l'année prochaine les différents types de lignées cap photosynthétiques. Il y a plusieurs lignées qui sont issues d'endosymbioses variées, différentes, qui peuvent être primaires, donc endosymbiose d'une bactérie, ou secondaire, endosymbiose à partir d'organismes, en fait, entre deux organismes eucaryotes. Voilà. Alors, pour conclure cette partie, donc c'était le grand 3, petit 3 de votre cours. Donc, il peut y avoir effectivement des transferts verticaux entre bactéries et eucaryotes. Et c'est vraiment ce que l'on observe, par exemple, au niveau de tous les organites semi-autonomes. Donc, on avait observé ça au niveau des mitochondries, c'est-à-dire qu'on avait vu que les mitochondries sont d'origine bactérienne, et en fait, on observe également que ces mitochondries, maintenant, elles ne sont plus autonomes, c'est-à-dire que certains gènes
bactérien se retrouvent dans le génome nucléaire des eucaryotes. Et si on prend le cas des chloroplastes, donc là, c'est le cas des chloroplastes des plantes vasculaires, c'est-à-dire des angiospermes par exemple, et on se rend compte que toutes les protéines qui permettent aux chloroplastes de fonctionner, d'accord, sont très souvent d'origine chimérique. C'est-à-dire qu'il y a certaines molécules qui sont, certaines sous-unités des protéines qui sont codées par des gènes nucléaires, certaines protéines qui sont codées par des gènes nucléaires, et d'autres protéines qui sont codées par des gènes chloroplastiques. Alors, vous avez l'exemple emblématique de la Rubisco. La Rubisco, c'est la première enzyme du cycle de Calvin, on en reparlera prochainement. Et cette Rubisco, donc c'est elle qui permet la fixation du carbone minéral en carbone organique. C'est une très grosse protéine, c'est la protéine la plus abondante de la biosphère en fait, qui est constituée d'une sous-unité, alors chez les eucaryotes, d'une sous-unité d'origine nucléaire et d'une sous-unité d'origine chloroplastique. Donc en fait, ces endosymbiotes, d'accord, qui se sont petit à petit, qui sont devenus en fait petit à petit des organites, ils sont devenus des organites aussi parce qu'il y a eu tout un ensemble de transferts horizontaux entre l'ADN, en fait, le chromosome bactérien de ces organites et les chromosomes eucaryotes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces organites ne sont plus du tout autonomes tout seuls, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus fonctionner sans le génome nucléaire. Voilà. Donc ça conclut un petit peu le chapitre, sachant que vous aviez la conclusion dans votre poly, où je reprends tous les points sur les différents types de transferts et l'origine de la diversification des génomes. Donc ça, je vous laisserai regarder la conclusion. Voilà. Alors, on va maintenant commencer un chapitre tout à fait différent. Donc, on va revenir complètement sur... alors, pardon, on va revenir sur le métabolisme. Donc, on avait fait sur la partie métabolisme un premier chapitre. Alors, je partage la diapositive. Donc, sur la partie métabolisme, on avait étudié un premier chapitre, d'accord, qui concernait essentiellement les enzymes, donc sur lequel vous avez eu quand même pas mal de données. Et donc, maintenant, on va aborder un second chapitre, donc, qui concerne les biosynthèses caractéristiques. Donc, l'idée, c'est d'aborder un petit peu l'ensemble des biosynthèses, mais en prenant comme exemple le plus important l'exemple de la biosynthèse des protéines. Donc, j'arrive. Alors, pour cette biosynthèse des protéines, si on introduit un petit peu ce cours, donc vous avez en fait la cellule, et ici on parlera essentiellement de cellules eucaryotes, mais c'est vrai aussi pour les eubactéries. Donc c'est le siège de biosynthèse qui sont permanentes et qui sont nécessaires au maintien de la cellule, à sa croissance, également à sa division cellulaire future. D'accord? Et donc, les principales molécules synthétisées, les principales macromolécules synthétisées, en tout cas, ça va être tous les acides nucléiques, ADN, ARN, d'accord, qui sont les supports, les vecteurs de l'information génétique. Vous avez également toutes les protéines, donc les polypeptides. Et ces protéines, elles sont vraiment très, très importantes parce qu'elles ont des fonctions multiples. On a vu que ce sont des fonctions de structure, des fonctions d'enzymes, donc d'intermédiaires métaboliques, des fonctions de transport, des fonctions de récepteurs. Enfin, on a une fonctionnalité très, très, très importante pour toutes ces protéines. Vous avez aussi les polyosides de structure, de réserve, d'information. Et enfin, les lipides membranaires, qui sont indispensables à la structuration de la cellule également. Donc, toutes ces molécules, elles ont des rôles variés. Et pour les fabriquer, il nous faut de la matière première, d'accord? Il nous faut les petites briques, donc les petites molécules organiques.
Et puis, il nous faut les outils, qui sont les enzymes, qui vont permettre les biosynthèses, mais il nous faut également de l'énergie. D'accord? Et l'énergie, donc le vecteur énergétique le plus important au niveau de la cellule, ce sera l'ATP. Donc, les aspects énergétiques, on les verra dans les 2 chapitres suivants. Et là, maintenant, on va essayer de voir quels sont les outils dont dispose la cellule eucaryote pour fabriquer ces molécules et également quel est le partage du travail, comment se fait le partage du travail d'un organite à l'autre, parce que, en fait, ces biosynthèses peuvent avoir lieu dans différents organites de la cellule. Alors, pour ça, on va prendre un exemple de biosynthèse caractéristique qui est la synthèse des protéines. D'accord? Donc, finalement, on poursuit un travail qu'on avait commencé, d'accord? C'est-à-dire que la synthèse des protéines, en soi, c'est la polymérisation des acides aminés, d'accord? Et donc, cette polymérisation, c'est aussi ce qu'on va appeler la traduction. C'est-à-dire qu'on ne polymérise pas ces acides aminés par hasard. Les protéines sont des molécules séquencées et donc les protéines vont être, en tout cas les polypeptides, vont être polymérisés en suivant une matrice qui est l'ARN messager, et en particulier au niveau de l'ORF de cet ARN messager. D'accord? Et donc, cette partie-là s'appelle la traduction. La traduction fait suite à la transcription. Donc, vous avez l'ADN qui donne l'ARN messager par transcription, puis l'ARN messager qui va donner la protéine par traduction. La transcription a lieu dans le noyau, la traduction a lieu dans le cytoplasme au sens large, soit dans le cytosol, on le verra, soit dans le réticulum endoplasmique granuleux. Alors, pour pouvoir traduire, il faut décoder l'information génétique. D'accord? Donc, la traduction, c'est le transfert de l'information depuis l'ARN messager vers la protéine avec conversion d'une séquence en nucléotide en une séquence en acide aminé. Alors, le code génétique et son décodage, ça a été l'objet de travaux très nombreux. D'accord? Et en fait, les premiers travaux qui ont concerné le décodage de ce code génétique, ça va être l'expérience de Nirenberg. Alors, avant d'arriver à cette expérience de Nirenberg, donc là, vous n'avez pas de documents sur les documents que je vous avais distribués, mais par contre, vous avez les documents sur le diaporama et puis je vous ferai suivre derrière les questions. Mais simplement, le code génétique, donc on peut faire un calcul simple. Combien est-ce qu'il faut de nucléotides pour coder 20 acides aminés? On a 4 nucléotides différents, d'accord? Donc si on fait des combinaisons de bases, on a 16 possibilités, ça ne suffit pas pour 20 acides aminés. Si on fait des combinaisons de 3 paires de bases, on a 4 fois 3, 4 fois 4 fois 4 possibilités, c'est-à-dire 64 possibilités. Là, c'est plus qu'il n'en faut, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'a priori, si on a un code génétique, il a des chances d'être redondant, c'est-à-dire dégénéré, c'est-à-dire plusieurs codons qui peuvent coder un même acide aminé. Alors, pour savoir un petit peu à quoi correspond un codon, donc c'est Nirenberg qui a réussi à faire des expériences. Alors, c'est des expériences anciennes, en 1961. Il était capable de fabriquer des ARN in vitro, mais il n'était pas capable d'en donner la séquence précise. Donc, la première chose qu'il a fait, c'est la synthèse de poly-U, d'accord? Donc, des poly-U, et il a regardé. En fait, il a mélangé ces poly-U avec tous les 20 acides aminés possibles et il a essayé de regarder. Alors, il a mélangé ça dans un extrait où on avait tout ce qu'il faut pour fabriquer de la protéine. D'accord? Donc, il a fait ça in vitro, mais il avait donc des ribosomes dans son milieu, des aminoacides ARNP, du GTP, des facteurs d'élongation, tous les facteurs nécessaires que l'on va voir un petit peu plus tard. D'accord? Donc, il avait in vitro, en fait, une machinerie de synthèse des protéines. Donc, il a mis son ARN messager poly-U et il a mis plein d'acides aminés. D'accord? Et avec son ARN messager poly-U, il a obtenu un polypeptide de phénylalanine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce premier résultat? Je vous écoute. Allez! Ah,
vous êtes 46. Ah oui, on est 46, donc tout va bien. Ça veut dire que tout le monde est là. Alors, protéines par traduction, d'accord? Mais on peut aller un petit peu plus loin. L'objectif de M. Nirenberg, c'était vraiment de décoder le code génétique spécifique. Oui, voilà. En fait, je suis d'accord avec vous, Axel. C'est-à-dire que là, il n'y a qu'un seul triplet possible, c'est UUU. Lui, il en était venu, d'après ses calculs, à l'idée que c'était des triplets qui codaient pour un acide aminé. Quand il met un poly-U, le seul triplet qu'on peut faire, c'est un triplet UUU. Donc, le triplet UUU code pour la phénylalanine. Voilà. Donc ça, c'est sa première déduction. Après, il a fait poly-A, poly-C. Donc, poly-A, il a trouvé lysine. Poly-C, il a trouvé proline. Donc, AAA, code pour la lysine. CCC, code pour la proline. D'accord? Après, il est allé un peu plus loin. Mais il avait des moyens limités. Alors, je suis désolée, à chaque fois, quand je télécharge un diapo, les petites flèches sortent mal. Donc, ensuite, il fait la même expérience, mais il utilise un ARN messager synthétique qui est composé de 3/4 d'uridine et 1/4 de guanidine. D'accord? Donc, il n'était pas capable de faire des ARN messagers avec une séquence correcte, enfin une séquence connue, mais il pouvait mettre 2/3, 1/3. D'accord? Donc, ma question, c'est quelle est la probabilité de trouver un codon UUU, un codon UUG, un codon UGU ou un codon UGG? Alors là, c'est vraiment de la proba simple. Alors, quelle est la probabilité? Allez, pour UUU. Oui. Quelle est la probabilité d'avoir UUU quand on a 3/4 d'uridine, 1/4? 1/4 pour les codons avec 1 G. Non, parce que en fait, on peut pas. Oui, peut-être. En fait, Hélène, oui, peut-être. Mais en fait, non, ce serait même. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que si vous avez U, 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 vous avez 3/4 de chance que la position 1 soit U, 3/4 de chance que la position 2 soit U, 3/4 de chance que la position 3 soit U. Donc vous avez 3 puissance 3 sur 4 puissance 3. D'accord? En probabilité. Donc, vous avez 3 fois 3, 9, fois 3, 27, sur 4 fois 4, 16, fois 4. D'accord? Donc, vous avez cette probabilité-là pour UUU. UUG, vous allez avoir 3/4 fois 3/4 fois 1/4. UGU, ce sera la même probabilité. Et puis GUU, ce sera la même probabilité. Si vous avez 2G, c'est 3/4 fois 1/4 fois 1/4. D'accord? Et donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, quand on fait la traduction de cet ARN messager, d'accord, on se rend compte qu'en fait, on va avoir à peu près 40% de phénylalanine, ainsi que 3 acides aminés dans des proportions très proches de 15%, qui sont la valine, la cystéine et la leucine. Donc, de ça, il en a déduit qu'a priori, donc 40%, ça correspondait à la probabilité d'avoir UUU à peu près, 15%, ça correspond à la probabilité d'avoir UUG environ. Donc ça montre bien que on peut en déduire que, alors pour valine, cystéine, leucine, on ne sait pas si c'est UUG, UGU ou GUU, d'accord? Mais on va pouvoir, de proche en proche, décoder ce code génétique. Et en fait, il s'est rendu compte que quand on avait un ARN messager avec uniquement des bases U et C, d'accord? Donc, pareil, 3/4 de U et 1/4 de C. Dans ce cas-là, on avait 15% de leucine. Vous voyez là la question suivante, ça montre que la leucine, elle peut forcément être codée par 2 codons différents. Donc, on montre aussi que le code génétique est dégénéré. D'accord? Alors, Nirenberg, petit à petit, avec toutes ces études et toutes ces approches, un peu statistiques, il a petit à petit décodé le code génétique. Alors maintenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'on sait séquencer, on sait faire, etc. Donc, ça aurait été beaucoup plus rapide avec les technologies d'aujourd'hui. Et on en arrive à ce code-là. D'accord? Donc, je pense que c'est un code que vous savez tous lire. Première base U, deuxième base U, troisième base
U. D'accord? Donc, si je prends la première ligne, UUU, c'est bien la phénylalanine. Vous voyez que la phénylalanine est aussi codée par UUC. D'accord? Donc, alors, juste la correction de l'exercice précédent, je vous l'ai mise dans le cours. D'accord? Donc, ce code génétique, ce qui est intéressant sur ce code, c'est qu'il est univoque, il est non ambigu. C'est-à-dire qu'un codon ne peut coder que pour un seul acide aminé. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite, il est redondant. Plusieurs codons peuvent coder pour un même acide aminé. Regardez la sérine, par exemple. D'accord? Regardez la sérine, 1, 2, 3, 4, 5, 6 codons qui codent pour la sérine. La glycine aussi, elle est codée par beaucoup de codons, etc. Donc, on a des codons synonymes, d'accord? Et quand on regarde cette redondance, et ça c'est un point important à bien retenir, c'est très souvent les deux mêmes premiers nucléotides et c'est le troisième nucléotide qui change. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour la sérine, mais pour la plupart des autres acides aminés, c'est vrai. Si vous prenez la valine, par exemple, en fait, il suffit des deux premières lettres. La troisième lettre peut être U, C, A, G. Ça codera toujours pour de la valine. Pareil pour l'arginine, pour la proline, etc. Donc, vous voyez qu'on a un code dégénéré, mais la redondance vient essentiellement, pas seulement, mais essentiellement du troisième nucléotide. Vous avez également 3 codons stop, d'accord? UAA, UAG, UGA. Et puis, un point important sur ce code génétique, c'est qu'il est universel. En fait, il est quasi universel. Vous avez quelques petites exceptions, évidemment, parce qu'on est chez le vivant. Alors, dans le vivant, il y a toujours des tas d'exceptions. Mais on a un code qui est quand même universel et qui est un argument très, très fort. En plus, quand il n'est pas tout à fait universel, c'est des modifications particulières. Il est vraiment, à nouveau, en faveur de l'idée que, en tout cas, la vie sur Terre a une origine commune, avec le fameux Lucas, Last Universal Common Ancestor. Voilà. Alors, quelques codons, quelques remarques concernant ce code génétique. Je dirais qu'il y a 4 codons à connaître. Le codon AUG, donc qui code pour la méthionine, donc AUG ici, d'accord? Ce codon, il est très très important parce qu'en fait, c'est le codon initiateur. C'est-à-dire que tous les cadres ouverts de lecture, les ORF, les Open Reading Frame, donc le début commence par un AUG. Cette méthionine, j'ai écrit codon avec un triplet d'acide aminé. Où est-ce que j'ai écrit ça? C'est totalement faux, Romane. Donc vous me redirez, puis je corrigerai, et comme l'autre fois, je vous remettrai les corrections et je vous remettrai le document corrigé. Donc un codon, c'est un triplet de nucléotides, et surtout, ne confondez pas nucléotide et acide aminé. Un codon est bien un triplet de nucléotides. Les caractéristiques. Ah oui, d'accord. Bon, je corrige ça. Merci, Romane. Je le note tout de suite. Voilà. Donc, le codon AUG, il est à connaître. Il code pour la méthionine, mais c'est aussi le codon initiateur. Donc, la méthionine, ensuite, la première méthionine, qui est la méthionine qui permet l'initiation de la traduction, elle sera ensuite enlevée lors de la maturation des protéines. 3 codons à connaître qui sont les codons stop. UAA, UAG, UGA. D'accord? Ces codons stop ne codent pour aucun acide aminé, ce qui fait que quand la machinerie de la traduction arrive sur ces codons stop, et on verra, c'est la terminaison de la traduction, eh bien, ça la bloque. Donc, elle cesse de fonctionner et on arrête la traduction. Donc, on stoppe la traduction. Le fait que le code génétique soit dégénéré, en fait, c'est assez protecteur pour les êtres vivants. Pourquoi? Donc parce qu'en fait, déjà, cette base modifiée, c'est une base flottante. Et de cette manière, ce qu'on appelle aussi la base flottante. Et finalement, ce qui est le mieux reconnu, ce sont les 2 premiers nucléotides. Ça veut dire que finalement, quasiment un tiers des mutations
ont peu de chances d'être des mutations dangereuses, d'accord? Des mutations qui modifient énormément la protéine. Par ailleurs, très souvent, des codons qui sont proches, c'est-à-dire qui ont les deux mêmes premiers nucléotides et un troisième nucléotide différent. Ici, par exemple, acide aspartique et acide glutamique sont en fait des acides aminés proches. D'accord? Donc finalement, si je remplace l'acide aspartique par l'acide glutamique parce que j'ai changé un nucléotide qui est le numéro 3, eh bien, ce ne sera pas très très grave dans la fonctionnalité de ma protéine. Ça risque d'être pas trop grave. Donc vous avez finalement quelque chose d'un peu protecteur, c'est-à-dire qu'il y a un nucléotide sur 3, s'il est muté, ce n'est pas très très grave. D'accord? Donc le fait que le code soit dégénéré est un peu protecteur. D'accord? Et donc pour deux raisons, parce que ça peut être une mutation qui devient silencieuse, qui n'a pas d'effet sur la chaîne polypeptidique, ou ça peut être une mutation qui aboutit au remplacement d'un acide aminé par un autre acide aminé proche. Voilà. Alors, donc ça, finalement, c'est le code génétique, c'est quelque chose de très important. Alors, les 4 codons à connaître, Alix, c'est AUG, qui est le codon initiateur qui code pour la méthionine, et c'est les 3 codons stop, UAA, UAG, UGA. Voilà. Donc, c'est ceux d'ailleurs que j'ai relevés dans le cours. Donc ensuite, on va passer à la partie suivante. Donc, on était grand 1, petit 1, la traduction, grand 1, petit 1, le décodage de l'information génétique, le code génétique, grand 1, petit 2, donc les ARN de transfert qui sont la clé du décodage de l'information génétique. Alors, les ARN de transfert, on en avait déjà un petit peu parlé. Alors là, je vous ai remis le code génétique pour montrer que les acides aminés sont proches. On voit ce que c'est qu'un ARN de transfert. Alors, ça, c'est une figure que vous avez, hein, c'est un document que vous avez. Vous avez aussi le code génétique, qui est le document 1, je crois. Ça, c'est votre document 2, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, vous avez ici un exemple d'ARN de transfert. D'accord? L'ARN avec l'anticodon GAA, donc qui reconnaît le codon qui code pour la phénylalanine, un des codons qui code pour la phénylalanine. Donc, UC, parce qu'on n'est pas dans le même sens. D'accord? Alors, voici de 5' en 3' la séquence de mon ARN de transfert, donc mon ARN de transfert linéaire. Donc, l'ARN de transfert, eh bien, il va prendre une configuration spatiale tridimensionnelle qu'on va appeler une structure secondaire. Cette structure secondaire, c'est une structure qu'on appelle en feuille de trèfle, par analogie à la feuille de trèfle, parce qu'en fait, on a 3 boucles. D'accord? Donc ça, c'est quand on dessine de façon simple pour pouvoir le dessiner clairement sur une feuille. En gros, en 3D, ça donne ça. Et en schéma, quand on va utiliser les schémas dans les schémas de traduction, ça donnera ça. Alors, comment ça s'organise? Eh bien, vous avez des tiges, d'accord, qui sont en fait des doubles hélices ARN, d'accord, et des boucles au bout de ces tiges. Alors, il y a 3 boucles importantes. La boucle la plus importante, c'est la boucle de l'anticodon. C'est-à-dire que c'est une boucle sur laquelle vous allez avoir ici une séquence de 3 nucléotides qu'on appelle l'anticodon, qui est complémentaire au codon. D'accord? Alors, il y a un appariement par complémentarité des bases et de façon antiparallèle. D'accord? Donc là, on est de 5' en 3', et donc de l'autre côté, on sera de 5' en 3'. D'accord? On a ensuite les boucles D et T qui vont permettre d'interagir avec les ribosomes. Et vous avez l'extrémité 3' qui est très importante, qui est toujours constituée de C, C, A. D'accord? Cette extrémité 3' permet la liaison, en fait, la mise en place d'une liaison ester, donc on est en 3' OH, d'accord? Et il y a une estérification avec la séquence acide de mon acide aminé, d'accord? Donc, finalement, et cette estérification, elle ne peut pas se faire avec n'importe quel acide aminé, c'est-à-dire qu'un ARN de transfert particulier
va être capable de se lier à un acide aminé particulier qui correspondra à son anticodon. Et donc, on représente les choses comme ça. Ici, c'est mon ARN de transfert non lié à mon acide aminé. Il faudrait que je rajoute mon petit rond avec mon acide aminé. Et ici, j'ai mon anticodon. D'accord? Donc, pour vous montrer un petit peu dans l'ensemble, ici, j'ai à nouveau un ARN de transfert phénylalanine. Cette fois-ci, donc, j'ai AG, mon anticodon. Alors, vous voyez que ça se lie à U, et puis le troisième, hein, on verra que ça peut se lier à plusieurs acides aminés. En fait, le troisième nucléotide, on n'a pas une liaison très nette. On a quelque chose qu'on va appeler le wobble. On en reparle après. OK? Ces ARN de transfert, ils sont fabriqués un petit peu partout dans le noyau. Donc, eux, ils ne sont pas fabriqués au niveau du nucléole. Ils sont fabriqués un petit peu partout. Donc, vous avez par une ARN polymérase particulière, d'accord, qui est la polymérase 3 et qui va transcrire à la fois les ARN T, ARN de transfert, et un ARN ribosomique qu'on appelle l'ARN R5S. On en reparlera un petit peu. Donc, voilà. La question et toute la difficulté. Donc, ces ARN de transfert sont vraiment la clé du décodage de l'information génétique, d'accord, grâce à leur configuration spatiale que j'ai déjà décrite, d'accord, et à leur site de fixation de l'acide aminé. L'ARN de transfert associé à son acide aminé est appelé un ARN chargé ou un aminoacide ARNT. D'accord? AAARNT, si on veut le noter comme rapidement. Et en fait, l'établissement de cette liaison ester, elle nécessite énormément d'énergie. D'accord? De telle sorte que quand on va hydrolyser cette liaison ester au moment. Alors, cette liaison ester, hein, elle est ici. D'accord? Alors, ici, vous avez la phénylalanine. Ici, vous avez l'adénosine. Ici, vous avez le sucre. D'accord? Ici, vous avez donc l'estérification. D'accord? Et ici, vous avez votre acide aminé, CO-, CO. Alors, on rajoute un phosphore, là, en plus. Donc, cette estérification, elle demande énormément d'énergie. On va voir en détail la réaction. D'accord? Et de ce fait, quand on va casser cette liaison au moment de la polymérisation des protéines, eh bien, ça va libérer beaucoup d'énergie. Donc, mon ARNT, mon aminoacide ARNT, en quelque sorte, il est plein d'énergie et il va pouvoir transférer son énergie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un ARNT chargé. D'accord? Donc, en conclusion, ces ARNT sont les adaptateurs du code génétique. Ils assurent la correspondance entre un anticodon et un acide aminé grâce à une polarité structurale et fonctionnelle qui est acquise par repliement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la clé, finalement, de la lecture du code génétique. Donc, bien sûr, vous devez être capable de faire ce schéma-là. Alors, pas un schéma un petit peu simplifié, mais vous pouvez mettre un anticodon, d'accord? Vous pouvez mettre l'extrémité avec la liaison, avec l'acide aminé, etc. et montrer qu'il y a 3 boucles. Donc, boucle D, anticodon, boucle T, extrémité 3'. Alors, quelle est la réaction qui a lieu? Et comment est établie cette correspondance entre l'anticodon et l'acide aminé? Donc, lors de la charge des ARN de transfert, en fait, vous allez avoir des protéines, une enzyme qui est très, très importante, qui est l'aminoacide ARNT synthétase. D'accord? L'aminoacide ARNT synthétase, c'est une enzyme indispensable. Donc, vous avez ensemble les documents 3 et 4 qui vous montrent un petit peu la réaction catalysée par cet aminoacide ARNT. Donc, en fait, vous avez une double réaction qui permet un couplage, d'accord, énergétique. Je vous ai dit que faire la liaison ester entre l'ARNT
Et l'acide aminé, ça nécessite beaucoup d'énergie. Cette énergie est apportée par l'ATP. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous avez ici votre acide aminé, vous avez ici votre ATP. Cet ATP, d'accord, il va d'abord être fixé sur l'acide aminé. En fait, on va fixer un AMP, donc monophosphate, adénine monophosphate, adénosine monophosphate, d'accord? Donc vous avez l'adénine, le ribose, le groupement phosphate et deux phosphates inorganiques qui sont lâchés. Donc quand on passe de l'ATP à l'AMP, en fait, on libère énormément d'énergie. Ensuite, cet aminoacide adéniné, d'accord, il va être transféré sur l'ARNT. Et donc, on va retrouver un AMP ici. Donc, si on reprend la réaction au niveau de ce qui se passe au niveau de mon enzyme, donc mon enzyme aminoacide ARNT synthétase, elle est spécifique à, finalement, elle a trois substrats, d'accord? L'acide aminé, d'une part, ensuite l'ATP, et enfin l'ARN de transfert. D'accord? Donc, elle va être spécifique, très très spécifique, à la fois à l'acide aminé et à l'ARNT. C'est ce qui va lui donner sa spécificité. Donc ici, on schématise une enzyme avec le site de fixation de l'acide aminé, le site de fixation de l'ATP, et ici, le site de fixation de l'ARNT. D'accord? Donc on a d'abord ATP acide aminé qui se fixe, une liaison ici ester, une estérification entre l'acide phosphorique, donc le monophosphate et l'acide aminé. Ensuite, on va fixer l'ARNT, d'accord? Et du coup, on va libérer un AMP et avoir cette estérification ici qui est faite. On obtient un aminoacide ARNT activé. Cette réaction-là, vous devez la connaître. Alors, il y a quasiment, oui, une aminoacide ARNT pour quasiment tous les ARNT, donc qui va être spécifique. Il y a une correspondance. Alors, cette spécificité, elle est forte, et donc elle va être à l'origine d'un très faible taux d'erreur. D'accord? Donc, du coup, finalement, cette reconnaissance entre l'ARNT et l'acide aminé, elle est liée à ces enzymes aminoacides ARNT synthétase. D'accord? Ce qui va aussi se passer, c'est qu'on a un phénomène d'édition qui va détecter tout de suite les erreurs. Alors, c'est ici, par exemple. Vous avez une synthèse, donc la mise en place de la liaison entre l'ARNT et l'acide aminé. D'accord? Si l'acide aminé est incorrect, donc après, en fait, une fois que cette synthèse a eu lieu, il y a un petit basculement. Et si l'acide aminé est incorrect, en fait, il va être enlevé. Donc, vous allez avoir finalement une correction dont on peut dire qu'elle est synthétique en même temps que la synthèse. Et ce qui fait qu'on a très peu d'erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, là, cette liaison, elle ne peut se faire que si l'acide aminé n'est pas le bon site d'édition. Donc, il y a une édition qui a lieu en même temps que la synthèse, en quelque sorte. D'accord? En fait, on a 20 aminoacides ARNT synthétase. Donc, ce sont des aminoacides ARNT qui vont être spécifiques synthétase, qui vont être spécifiques à un acide aminé et éventuellement à plusieurs ARNT. Voilà. Donc ça, c'est la première spécificité, la première raison pour laquelle on va avoir une grande spécificité et assez peu d'erreurs. Ensuite, cet aminoacide ARNT, une fois qu'il est fabriqué, il va falloir qu'il soit très spécifique à ce codon. Et donc, il y a une spécificité forte, mais qui n'est pas totale. D'accord? Donc ça, c'est le document que vous avez qui s'appelle, je crois, le document 5. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, les numéros de documents, toujours pour faire rentrer le plus de documents possible dans la page.
Donc là, c'est le document 5 avec le phénomène de ce qu'on appelle le wobble ou la base flottante. C'est-à-dire qu'en fait, l'anticodon, il interagit avec le codon. Donc là, on est de 3' en 5', et ici, on est de 3' en 5'. D'accord? L'ARN messager, il sera lu de 5' en 3', d'accord, par le système de traduction. Donc, ici, on a complémentarité forte, complémentarité forte. La troisième position, elle est flottante. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, vous pouvez avoir des nucléotides un peu particuliers. Et en fait, vous avez des bases du codon qui peuvent s'associer à différentes bases de l'anticodon. Et on a l'apparition d'une nouvelle base, qui est la base I, d'accord? Donc cette base I, c'est une base en fait qui est obtenue par modification de l'adénine, d'accord? Et qui va permettre du coup un appariement un peu flottant. Et donc ça permet d'avoir des ARNT qui peuvent reconnaître plusieurs codons. Alors, je regarde, en fait, l'ARNT est synthétisé en reconnaissant un acide aminé spécifique. Alors, ce qui est synthétisé à l'X, c'est l'aminoacyle ARNT. D'accord? L'ARNT lui-même, il est synthétisé dans le noyau. Et ensuite, il est associé à son acide aminé grâce à l'aminoacyle ARNT synthétase. D'accord? Donc, on n'a pas la même chose entre l'ARNT tout seul et l'aminoacyle ARNT. Et ce qui permet de spécifier l'acide aminé au bon ARNT, c'est l'aminoacyle ARNT synthétase. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Et donc ensuite, quand l'ARNT s'associe au codon, eh bien la troisième base, il y a une petite une liaison qui peut ne pas être très très spécifique. D'accord? Et en particulier, la troisième base de l'anticodon peut être la base I. Voilà. Donc on a tous nos acteurs à présent. Et donc on va passer à la deuxième partie, qui est la traduction à proprement dit. Donc qu'est-ce que c'est que la traduction? C'est vraiment la biosynthèse des protéines. Donc on est dans le grand P1 petit 2. La traduction, une polymérisation d'acides aminés par coopération fonctionnelle de plusieurs ARN au sein des ribosomes. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette réaction. Donc ça, vous connaissez la réaction qui permet de fabriquer un polypeptide. Hein. C'est la réaction qui permet de fabriquer la fameuse liaison peptidique. D'accord? Alors, on polymérise toujours de N-terminal vers C-terminal. D'accord? Donc, on va lire l'ARN messager de 5' en 3' et on va fabriquer la protéine ou le polypeptide de N-terminal vers le C-terminal, donc de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale. Je vous rappelle, pour rappel, cette liaison peptidique, c'est une double liaison partielle. Hein. On a le doublet ici qui peut se modifier, donc avec C double liaison N, et dans ce cas-là, on a OH, et ici, on n'a pas de H. D'accord? Donc, on a quelque chose qui n'est pas stable. Ce qui fait que c'est, si je vous rappelle ça, cette liaison peptidique, elle forme en fait des plans, d'accord, qui sont assez rigides et qui vont un petit peu contraindre la structure de la protéine. D'accord? Cette polymérisation, elle est réversible parce qu'on a une hydrolyse. L'hydrolyse, elle est exergonique, alors que la polymérisation est endergonique, elle va nécessiter un apport d'énergie. Donc on va avoir un couplage à nouveau énergétique. L'agent de couplage, c'est le ribosome. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ribosome? Alors, on observe ces ribosomes en microscopie électronique à transmission, ce qui signifie que ce sont des structures assez grosses. Donc les ribosomes, vous voyez, c'est ces petites structures un peu circulaires qui font quelques 20, je ne sais plus, je l'ai noté, 25 nanomètres de diamètre. D'accord? Donc ici, vous avez l'ARN messager et puis les ribosomes. Et puis là, on voit un peu plus loin ou un peu plus tard, on a ici les polymères d'acides aminés qui sortent des ribosomes. Donc plus, en fait, on va aller dans ce sens-là, et plus le ribosome aura progressé longtemps sur l'ARN messager,
plus le polypeptide d'acide aminé sera long. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, dans la cellule eucaryote, quand vous êtes dans le cytosol, d'accord, et de façon générale, même, les ARN messagers, ils se circularisent. C'est-à-dire que la coiffe, ici, va interagir avec la queue polia de l'ARN messager et avec ensuite des facteurs d'initiation. Donc eucaryotique pour le petit e, IF c'est Initiation Factor. D'accord? Et donc elle va s'associer comme ça et ça va vous former en fait des polysomes eucaryotes qui sont souvent un peu circulaires. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce ribosome? Je vous mets une belle image de ribosome, c'est ça. C'est un peu compliqué. Vous avez en gris tout ce qui est ARN et en couleur, et on reconnaît les hélices alpha, tout ce qui est protéines. Donc quand je vous ai dit que c'est une grosse structure, effectivement, vous avez 4 ARN et 79 protéines. D'accord? Alors, les ARN qui sont présents, alors, pour cette traduction, hein, on va prendre vraiment l'exemple de ce qui se passe chez les eucaryotes. D'accord? Donc, les ribosomes bactériens, en particulier ceux des eubactéries, sont un peu différents, mais la structure générale, le mécanisme général est le même. Alors, en fait, ces ribosomes, ils sont constitués de 2 sous-unités. D'accord? Alors, on a des poids moléculaires et sinon, on va donner S, hein, d'accord? S, c'est une unité qui donne la vitesse de sédimentation quand on fait l'ultracentrifugation. Donc, quand on fait une ultracentrifugation, en fait, ben, selon la masse et la taille des éléments, eh bien, ils vont sédimenter à différents niveaux dans les tubes et donc et à différentes vitesses. Et donc, c'est S, d'accord? L'unité. Donc, vous avez une sous-unité qui est une grosse sous-unité qu'on appelle la sous-unité 60S et la sous-unité 40S. Vous devez connaître le nom de ces différents ARN ribosomes, des ribosomes. D'accord? Donc, vous avez dans la grande sous-unité l'ARN ribosomique 5S, le 28S et le 5,8S. Et dans la petite sous-unité, vous avez l'ARN ribosomique 18S. Ce qui est intéressant, c'est que 3 ARN ribosomiques sur 4 sont fabriqués, sont transcrits dans le nucléole et ensuite clivés. Donc en fait, on a un grand ARN qui s'appelle l'ARN 45S qui est fabriqué. Ensuite, on a un clivage, on découpe cet ARN pour donner du 28S, du 5,8S et du 18S. Ça a lieu dans le nucléole, dans la cellule eucaryote. L'ARN 5S, il est fabriqué en même temps que les ARN de transfert, un peu partout dans le noyau. D'accord? Les protéines, elles sont fabriquées dans le cytosol et elles vont venir dans le noyau parce que les sous-unités, donc la grande sous-unité et la petite sous-unité, en fait, elles sont assemblées dans le noyau et elles sortent du noyau déjà assemblées. D'accord? Donc on a là beaucoup de trafic entre le noyau et le cytosol. Quelle est la structure du ribosome? Alors, j'ai prévu, parce que là, il y a quand même pas mal de schémas à savoir faire. Donc, j'ai prévu de vous faire un petit film, enfin plusieurs petits films qui reprennent un peu les schémas. D'accord? Donc, ce que je pourrais vous faire, un premier petit film sur les ARNT et les aminoacides ARNT synthétase, où je vous referai les schémas. Et puis, un autre film vraiment sur la structure des ribosomes. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je répète? Ah, le nucléole. Et puis Marine, dites-moi ce que vous vouliez que je répète. Donc le nucléole, vous vous souvenez, dans le noyau, c'est une zone qui est plus sombre, d'accord? Et qui est un petit rond dans le noyau qu'on arrive bien à détecter, qui est très très riche à la fois en protéines et en acide nucléique. Et très souvent, vous avez de l'hétérochromatine autour du noyau, d'accord? Tout autour du noyau, et de l'hétérochromatine autour du nucléole. Alors, si je reprends un petit peu les sous-unités, et puis je vois que c'est l'heure, donc on va finir là-dessus. Donc,
Le ribosome, il est constitué de deux sous-unités, une grosse sous-unité 60S, une petite sous-unité 40S. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces sous-unités, elles sont toutes constituées à la fois d'ARN ribosomique et de protéines. Les ARN ribosomiques sont fabriqués dans le noyau, les protéines sont fabriquées dans le cytosol, mais l'ensemble est assemblé dans le noyau, dans les nucléoles. Chacune des sous-unités, donc 60S, possède 4 ARN, 60S possède 3 ARN, 5S, 28S, 5,8S, et la sous-unité 40S possède un seul ARN, le 18S. Voilà. Après, tout le reste est bien expliqué dans le document. J'essaye de vous faire les films dans l'après-midi et de vous les déposer sur le drive dans la soirée. Je vous laisse vraiment pour demain relire tout ce qu'on a vu en cours, d'accord? Venir avec vos questions et également bien me lire la suite de la traduction. D'accord? L'autre point, c'est que le poly que je vous ai donné était incomplet. D'accord? Donc, j'ai mis la suite du poly sur le drive également. Donc, vous pourrez le trouver et commencer à le regarder. Dernière chose, n'oubliez pas de déposer votre exercice de génétique complémentaire dans la classe numérique, donc dans la classe numérique. Je vous ai indiqué où le déposer, donc normalement, vous pouvez y arriver. S'il y a un souci, vous me faites signe également sur Discord. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne matinée et bon courage pour le DS de maths de cet après-midi. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.